Quand Mika rentre sur le terrain, tout est possible. Mickaël est sans aucun contexte le plus doué des joueurs que j'ai entraînés. Le plus talentueux, le plus génial. Il a gagné 40 titres avec Montpellier. Alors les amis, aujourd'hui on va aller voir un mec, c'est un génie, hein, Mickaël Guigou. Il laisse très peu de place aux interviews, donc mon ami, il va pas falloir se déchirer avec lui. Moi je te dis, moi ça me fait bizarre d'être sur le terrain, au milieu. Bon, Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, et puis depuis que je commente, je suis plutôt près de la table de Marc là-bas. Mais il y a longtemps que je n'y ai pas rentré C'est bien aussi. C'est bien aussi. sur le terrain de Montpellier. Ça me rappelle des souvenirs. Tu vois. On a eu ici, hein. Ici, il y en a eu quelques-uns, mais toi surtout, tu en as eu quelques-uns. On se dirige vers un petit endroit là, qui à moi et à beaucoup de Français rappelle des souvenirs, parce que si on doit parler de l'histoire de Montpellier, il y a eu un match de malade que les gens oublient un petit peu. On se souvient d'Action, on se souvient du titre, Ouais. mais on se souvient souvent pas de l'histoire de ce titre, parce que du début à la fin, c'est un truc juste extraordinaire. Puis il y a une action qui est assez symptomatique de ce titre. Tu étais par là, tu vois. Vers là, je finis là-bas. Il se passe un truc, tu reçois un ballon et tu pars dans une position où tu es en déséquilibre. Et tu as une inspiration instinctive et tu fais un shoot juste incroyable. Tu peux nous raconter cette petite action Bah, comme je peux, au final. Avant, on se trouvait souvent avec Greg, donc c'est Greg qui monte la balle sur le côté, moi j'écarte, et je sais que lui il avait l'habitude de revenir à l'intérieur, un peu comme Luc fait, et il essaie soit de créer le décalage, soit de me trouver, et là il me trouve. Et je dois impulser vers là, il y a un défenseur qui est en retard qui me touche un peu, et après tu sais, les ailiers, des fois ça nous arrive, j'essaie de la mettre comme je peux dans le dos, mais ouais, c'est un moment unique déjà, puisque c'était une finale de Ligue des Champions que voilà, j'ai disputé beaucoup de finales, mais j'ai disputé qu'une finale de Ligue des Champions, et un moment important, parce qu'en plus en plus d'être un but spectaculaire, c'est un but important pour vraiment creuser l'écart et les enfoncer, et c'est clair que ça a été ça restera un souvenir forcément très fort de ma carrière. C'est juste énorme ce moment, parce que je me souviens à peu près du déroulé de ce match, parce que faut rappeler à tout le monde qu'à cette époque-là, la Ligue des Champions, la finale se jouait en match aller-retour, pas du tout en terrain neutre. Il y avait un match à l'extérieur et un match à la maison, et d'ailleurs le match aller est assez compliqué, hein. Tu te souviens du match aller? Oui, on s'en souvient tous. C'était, de toute façon, cette équipe-là, je crois qu'ils avaient gagné la Ligue des Champions l'année d'avant ou 2 ans avant. C'est ça. Et ils étaient allés gagner, notamment à Barcelone, au match retour. Donc on savait qu'on tombait face à une équipe qui était très expérimentée, très forte. Et puis le match aller, on est tombé contre une grosse équipe qui est allée au max de ce qu'elle pouvait faire. Nous, on a un peu paniqué, on a essayé de sauver les meubles un peu, de prendre la moins grosse raclée qu'on pouvait prendre. Ça finit quand même à -8, hein, je crois. -8, mais il y avait beaucoup plus à un moment.
Et Je me rappelle pas ça, tu vois. Il y avait beaucoup plus. Et à un moment, Patrice Canaillé décide de faire rentrer des petits jeunes sur le terrain. Il y a Nico et toi. Ouais. Et bizarrement, à ce moment-là, le match tourne un petit peu. Et d'ailleurs, c'est pas à ce moment-là qu'on a parlé de remontada, parce que. Si, je crois que c'est à partir de ce match-là, ouais, parce que ça se faisait pas. À l'époque, déjà, tu gagnais déjà de 3, 4, 5 buts. Le match aller, tu étais quasiment, ou en tout cas, on considérait que tu étais quasiment assuré d'avoir quasiment le titre. Et c'est vrai que là, avec le +8, d'ailleurs, ils étaient arrivés peut-être un peu trop détendus, un peu trop avec le sourire, un peu trop fiers de leur match aller. Et derrière, ils ont pris, ils ont pris l'orage. Ouais, ça a été très particulier ce match-là, et à partir de là, il y a eu beaucoup de remontées, notamment nous, on en a refait, et je crois qu'il y a Célie aussi qui avait fait une remontée l'année d'après, 14 buts donc contre Lyon, match aller-retour, et il gagne la Ligue des Champions cette année-là. Et la dernière qu'on connaît, celle de Kielce, voilà. Mais pas sur match aller-retour. Pas sur match aller-retour. C'est différent. Cette salle, elle a quand même quelque chose. Il y a quelque chose de presque mystique dans le handball montpelliérain, dans cette salle René Bougnol. Ouais, il s'est passé beaucoup de choses. C'est notre chaudron. C'est un endroit où on a souvent fait de gros exploits. On a renversé, tu vois, quand tu parlais de remontada, on avait, je crois que c'est l'année d'après, on avait perdu contre Kolding à Kolding de 9 buts. On avait réussi à gagner de 13-14, ou je crois que même on était au bout d'un quart d'heure, on avait remonté 9 buts. Peut-être que tu regarderas les images, mais ce match-là avait été aussi monstrueux. On avait gagné de 14 buts contre Flensburg ici. Bon, on avait perdu de 14 buts là-bas aussi, mais on s'était quand même qualifié. Je crois que comme le dernier match de Ligue des Champions hier, contre Kielce, on était à -4, on passe à +6 vers la fin du match, dans une ambiance avec un public qui vit le handball, qui transpire le handball. C'est un lieu très particulier. Tu sais, il y a eu un moment difficile pour Montpellier pendant quelques années derrière ce titre, et on sent vraiment que l'histoire redémarre. Les valeurs, je pense qu'on les a toujours eues. Après, c'est les joueurs aussi. À un moment, la structure, elle a toujours été là. Le public a toujours répondu présent. C'est juste à un moment les joueurs et la qualité des joueurs, à un moment qui fait aussi la différence. Les joueurs du centre de formation que tu vas réussir à avoir et qui vont sortir de ce centre et qui vont amener à un groupe qui est déjà construit, un groupe pro, et qui va te faire franchir certains paliers. Donc, par moment, on a encore un club où par moment, on arrive à retrouver ça. Et c'est vrai qu'en ce moment, avec Ludovic Fabregas, qui en est le parfait exemple actuellement, voilà, quand on a des joueurs comme ça qui viennent renforcer une équipe qui est déjà pleine d'expérience et qui a du talent, on peut voir plus loin. Quand on marche sur ce terrain autant d'années, comme toi, tu vois, quand on perd des bouts de genoux. Quand on perd des bouts de genoux, on laisse un peu de sa vie, un peu de son corps. Est-ce que tu penses au moment où tu seras, comme beaucoup d'illustres anciens, les Grégoire Thiel, t'en parlais tout à l'heure, mais il y a tellement de grands joueurs qui ont joué ici, et que de temps en temps, on voit souvent maintenant dans les travées. Tu penses à cet après où tu seras, toi aussi, amené à quitter tes chaussures et à oublier tout ce parcours incroyable que tu as effectué? Malheureusement, oui, parce que ça doit arriver. Et c'est sûr que déjà, quand tu vois tous les joueurs, ou la plupart des joueurs avec qui tu as joué pendant longtemps, qui s'arrêtent, comme là on en a parlé, de Thierry Omeyer et Daniel Narcisse par exemple, mais ici ça a été pareil. Quand à un moment, même un joueur comme David Juricek, avec qui tu as joué pendant un moment, tu vois qu'il est en forme et qu'il doit s'arrêter.
tu réfléchis. Quand tu passes à la trentaine, tout simplement, moi, à partir du moment où j'ai eu 30 ans, ben, tu commences à te projeter, à l'imaginer, avec regret, mais en tout cas, aujourd'hui, je pense surtout à prendre du plaisir, à profiter des matchs et de la chance que j'ai, tout simplement. Moi, il y a un truc que je voudrais parler avec toi. Tu as un don exceptionnel, c'est ta qualité de dribble. Je pense que depuis que moi je t'ai vu évoluer, je me dis que dans la manière d'apprendre à jouer au handball aux jeunes, on devrait leur apprendre à dribbler comme tu le fais. C'est quelque chose que tu avais naturellement ou que tu as travaillé parce que tu as vraiment cette capacité. On a l'impression que quand tu dribbles, finalement le dribble n'existe pas. Que tu peux regarder ce qui se passe autour. Moi, par exemple, quand je driblais, il fallait que je regarde le sol et vite fait devant. Vraiment, le dribble te dérange pas dans tes actions, dans tes changements de direction? Ben, tu vois, on avait fait à une époque, tu sais, c'était à la mode de faire les tests sur des sprints de 10 mètres, des sprints de 20 mètres. Je m'en souviens, tu me mettais 15 mètres sur 10 mètres. Ouais. Non, mais tu avais le même test qui était fait avec un ballon. Tu sais, en dribble, partir dribble arrêté, dribble. Et moi, j'avais pas de différence en fait sur ça. Et presque, je dis pas parce que j'étais plus rapide avec le ballon, mais il n'y avait pas de différence. Oui. Et c'est vrai que ça rejoint ce que tu dis. Après, moi, comment c'est venu, je dis pas que je suis né avec un ballon dans les mains, mais voilà, le ballon, c'est mon copain, quoi. Et c'est vrai que au plus de temps tu passes avec, au plus de temps tu t'amuses avec, au plus de forcément, derrière, tu dois être peut-être plus facile. Et l'agilité, du coup, tu l'as, ou en tout cas, elle devient de plus en plus importante. Et c'est vrai que pour moi, c'est un atout d'avoir cette qualité-là. Après, ça a été du travail. C'est quelque chose que tu as travaillé, mais que, en fait, finalement... Après, voilà, avec une balle, tu travailles en t'amusant. En t'amusant, voilà. C'est vrai que voilà, on a cette chance-là dans notre sport de pouvoir s'amuser comme ça. Mais après, oui, après, forcément, tu travailles. Quand tu as besoin de déborder ou de travailler, de toute façon, voilà, quand moi, à Montpellier, je suis amené à monter la balle, forcément, si tu veux travailler la vision de jeu, c'est beaucoup d'entraînement, de travailler le dribble, d'anticiper, de voir qui va te gêner, quels sont les changements. Voilà, c'est toutes ces informations-là qu'il faut avoir en tête pour en plus avoir le dribble, gérer le dribble et prendre les meilleures décisions au meilleur moment. Ouais. Donc bienvenue au cinéma Utopia Diagonale. Attends, est-ce que je vais regarder s'il y a un film que moi j'ai vu plutôt Flip the Frog. C'est un truc assez particulier, cet endroit. Je suis hyper surpris de l'endroit. Tu m'avais dit que tu t'aimais voir des films dans une petite salle, mais je m'attendais pas du tout à ça. Comment ça t'est venu? T'es toujours venu J'y vais moi en ce moment, parce que j'ai une fille dont je dois m'occuper, mais bon, après la déco, tout ça, c'est surtout que c'est un endroit qui est assez intime, où il y a beaucoup de films en VO, beaucoup de films qui sortent pas dans les cinémas traditionnels, et j'aime bien parce que déjà j'y vais souvent à midi, des horaires à midi ou à 14h. Et des fois, ça m'arrivait de me retrouver tout seul dans la salle, et ça, j'aime bien, tu vois, avoir un petit moment pour moi devant un film tranquillement. Et ici, c'est le lieu vraiment idéal pour ça. Ouais. C'est des films d'auteur que beaucoup dans... Il y a de tout. Il y a les films aussi, on va dire un peu plus populaires, mais qui sont en VO. Alors après, je suis pas venu voir des films en allemand en VO, tu vois. Mais ouais, et puis sans parler forcément. Tu vois, j'essaie des fois de regarder ce que je peux aller voir à ce moment-là, quand je suis dispo. J'essaie de regarder l'image. J'aime pas, tu sais, toutes les bandes annonces ou les trucs où on te raconte le film avant que tu sois allé le voir. Donc,
Je suis souvent allé voir des daubes à cause de ça, mais souvent il y a des bonnes surprises et c'est ce que j'aime en tout cas quand je viens ici. On a joué ensemble assez longtemps, on a joué l'un contre l'autre aussi assez longtemps. Et il y a toujours eu quelque chose de particulier dans ce que tu es. Déjà, tu es quelqu'un de très discret, toujours amical, mais qui laisse toujours une certaine distance. Donc déjà, on est très honoré que tu aies accepté de faire cette petite interview. Mais est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été en toi de ne pas te mettre à la lumière? Peut-être, déjà, tu sais qu'on fait un sport où il y a beaucoup de bruit, où on voit beaucoup de monde, où il y a beaucoup de moments intenses et de pression. Et c'est vrai que par moments, on a besoin, en tout cas moi j'ai besoin de calme. Voilà, ça fait partie des choses que j'aime faire, ouais, me retrouver seul. Hein. Quand je viens souvent seul. Je suis venu une fois, je crois, ici avec un pote. J'aime pas raconter ma vie, très franchement, surtout aux médias. Je trouve pas que ce soit très intéressant. Voilà, je trouve qu'il y a des gens qui ont des choses à raconter et c'est pour ça que aussi, tu vois, je t'ai proposé ce lieu parce que j'aime bien en tout cas les interviews qui sont faites dans des endroits comme celui-là où je trouve que les gens ils sont posés, ils racontent un peu, ils vont un peu dans l'intimité. Après, non, c'est ma personnalité. J'aime bien vivre ma vie, être avec mes potes, mais pas le raconter à tout le monde, tout simplement. Hein. Tu sais, on a toujours deux images de soi, celle qu'on connaît de soi, et toi tu te connais très bien, et celle que tu dégages, que les gens voient de toi. Est-ce que tu te rends compte de ce que les gens perçoivent de toi ou en fait tu fais pas trop attention à ça? Oh, non, de temps en temps, tu sais, t'as des échos, Non, je fais pas attention, je sais comme je suis. Après, tu sais, après, il y a des gens, c'est des connards sur un terrain, où il y en a, ils paraissent gentils, mais bon, ils peuvent être très égoïstes en dehors. Tu sais, voilà, moi, en tout cas, je pense, après, peut-être que je me trompe, être comme je suis en dehors et comme je suis sur le terrain avec mes coéquipiers. Alors, les choses, tu vois, à une époque, j'étais pas capitaine, j'étais pas cadre, j'étais pas un ancien joueur. Et toutes ces petites choses-là font qu'à un moment, au début, j'étais plus centré sur ma performance, être avec mes potes et tout. Et maintenant, on va dire que un peu plus comme je suis dans la vie, j'essaie de m'occuper un peu de tout le monde, d'être là pour les autres. Et ça me plaît bien, ça, en tout cas. Si je te dis Raphaël Guirosa, ça te dit quelque chose? Ouais. Et les gauche de Barcelone qui a gagné, je sais pas combien de fois la Ligue des Champions. Et il a aussi quelque chose de particulier. Ah, il a été élu meilleur joueur du monde. Et je crois que c'est le seul ailier gauche qui a été élu. Le seul ailier gauche qui a été élu meilleur joueur du monde. Tu fais partie des gens qui auraient dû être à un moment être élu meilleur joueur du monde. Tu aurais pu partir dans tous les meilleurs clubs du monde, mais tu as fait ce choix de rester à Montpellier. Ouais, et surtout, je le regrette pas. Je crois que j'ai toujours, on va dire, tout privilégié, que ce soit ma vie sur le terrain, ma vie de famille. Après, voilà, quand j'avais 18-19 ans, j'avais envie d'aller jouer à Barcelone, sauf qu'après, j'ai rencontré ma copine qui est devenue ma femme. Tu te fais des potes, tu es bien ici. Je suis originaire, ma famille est à 1h30 d'ici. J'ai vite compris que la vie passait vite et qu'à un moment, c'était bien d'aller jouer dans des grandes salles, mais j'ai surtout pensé à mon équilibre. Et aujourd'hui, en tout cas, comme je t'ai dit au début, je le regrette pas. Donc, je suis très heureux et j'ai été très heureux. J'aurais pu, comme tu dis, peut-être être plus mis en avant sur certaines choses, parce que quand tu es dans les clubs allemands, eux, ils s'occupent de gérer un peu ton image, de se vendre, de vendre leurs produits, entre guillemets. Mais très franchement, je ne regrette pas du tout. Toi, ton regard sur... parce que tu as vu la Ligue grandir, tu l'as vu quand ce n'était même pas une Ligue, lorsqu'on était derrière les Espagnols. Quel est ton sentiment sur l'évolution de notre championnat?
Je suis très heureux parce que ça a été difficile à un moment, comme tu dis. Par exemple, quand on a gagné la Ligue des Champions en 2003, je crois que dès l'année qui a suivi, on a perdu 3 ou 4 joueurs majeurs qui sont partis et chaque année, ça a été il y a Nicolas qui est parti, Thierry qui est parti, Damien Kabengele, tout le monde à un moment a voulu aller voir ailleurs parce que ailleurs ça payait plus, parce que c'était plus prestigieux, parce que il y avait toujours quelque chose en plus. Et aujourd'hui, je crois qu'un peu comme le rugby, on s'est battu, en tout cas tous les présidents, tous les entraîneurs, même au-delà, politiquement, tout le monde a essayé de faire des belles salles. On s'est battu pour être sur des chaînes plus attractives et je crois que le handball français aussi peut-être grâce aux résultats de l'équipe de France depuis des années et des années fait qu'à un moment tout ça est allé dans le bon sens et aujourd'hui on a un championnat qui est très fort avec presque tous les meilleurs joueurs du monde qui sont dans ce championnat et peut-être un peu derrière les Allemands, on va pas faire les chauvins. On va essayer de rattraper. On va essayer de les rattraper, mais après c'est pas ça fait un moment que ça marche bien en Allemagne et au niveau des salles. Exactement. Surtout là ils sont en avance sur nous et au niveau de la culture, il y a tout un événement, je crois, autour de leur match où les gens ne viennent pas forcément que voir un match. Ils se retrouvent en famille, et bière à volonté. Ça, on est peut-être encore un peu en retard, mais en tout cas, on a bien avancé depuis des années. Ouais. C'est un joueur qui est encore capable, à certains moments, en match ou à l'entraînement, de me scotcher et où je regarde en me disant la grande classe. Alors après, quand tu as une vie comme on a eu, une longue vie, une carrière de relations entraîneur-joueur, c'est toujours compliqué, c'est pas simple. Les artistes sont des fois un peu compliqués à gérer et Michael est un grand artiste, mais on a toujours essayé de trouver l'intérêt commun de l'équipe et du club. Il y a une autre personne qui est là depuis très longtemps à Montpellier, c'est ton coach, Patrice Canaillé. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on sent une relation presque filiale entre toi et lui, pour une raison toute simple, c'est que entre une relation père-fils, il y a des moments où on s'entend très très bien, il y a des moments un petit peu plus tendus, mais c'est une vraie relation particulière que tu as avec lui. Ouais, c'est particulier. Par moments, on se comprend pas trop. Par moments, je pense qu'on est un peu différents sur certains points. Après, bien sûr, moi, je respecte beaucoup Patrice parce que c'est quelqu'un qui m'a fait avancer, qui a fait avancer Montpellier, qui a fait avancer le handball français. C'est un très bon entraîneur, très pro, il est toujours à fond, il est autant à fond que ce qu'il était il y a 20 ans et c'est quelqu'un, c'est pas facile, comme tu dis, d'évoluer avec quelqu'un pendant autant d'années. Mais même si des fois on s'accroche, c'est qu'on s'apprécie. Tu en es à combien d'années de carrière ? Je suis arrivé en 99 à Montpellier et j'ai commencé mon premier match juste après. Votre victoire au mondial 2001, donc 2001. Je suis passé pro l'été 2001, donc ça fait quoi ? Ça fait 16-17 ans. 16-17 ans. Ouais. Donc c'était pas une question anodine, hein, Mika, on a du mal à vous voir vieillir. Honnêtement, on a du mal à se dire, et moi le premier, parce que je vous ai connu jeune en équipe de France, et on a vraiment l'impression à un moment que cette génération de l'équipe de France est éternelle. Malheureusement, on ne l'est pas et on l'a vu avec l'arrêt de 2 monuments. On rajoutera Jérôme Fernandez dedans, de 3 grands monuments de l'équipe de France. Jérôme Fernandez, Thierry Omeyer, Daniel Narcisse. Quel sentiment tu as sur ce fait qu'à un moment, les mecs avec qui tu as tout gagné partent les uns après les autres? Ouais, c'est sûr que là, avec les deux qui arrêtent, là, c'est la fin de ta génération, quelque part. C'est la fin de la génération de 2001. Et c'est sûr que ça fait plus de 15 ans moi, que je joue avec eux et ça fait bizarre, comme ça m'a fait bizarre à un moment que quand il y a eu l'arrêt de Laurent Pisségur, André Golic, Fred Anctil à Montpellier, tu vois, quand avec Greg, quand les trois, Fred avait arrêté un peu plus tôt,
Mais ouais, c'est la fin d'une génération, la fin d'une époque. Même si l'équipe de France, tu te dis que tout, voilà, qu'il y a plein de bons joueurs, mais bon, on a vécu vraiment des choses. Je crois qu'on a gagné combien de titres à la suite, à un moment 5. Je sais plus, plus à compter. Hein. Là, on avait failli réussir à tout gagner d'une Olympiade à l'autre, sauf le championnat d'Europe en 2012. Ouais, moi, ce que je souhaite à l'équipe de France après, c'est que ça continue à gagner comme ça. Mais en tout cas à ce moment-là, puis ces joueurs-là, ils auront été extraordinaires, que ce soit en club ou en équipe de France. Et voilà, je me suis posé la question aussi, tu vois, d'arrêter, mais bon, ils sont un peu plus vieux que moi. Et bon, voilà, mais c'est vrai qu'en tout cas, continuer l'aventure de l'équipe de France sans eux, ça va faire bizarre. Si on se projetait dans 2 ans, que fera Mickey Guigou dans 2 ans? Comment tu te vois? Dans 2 ans, j'étais plus à 3 ans, moi. À 3 ans alors? À 3 ans, oui. Ouais, je sais pas, 3 ans. Tu sais, il y a 2-3 ans déjà, ou même un peu plus, je me retrouvais aujourd'hui pouvoir dire sereinement que j'ai envie de continuer l'équipe de France, de jouer sur tous les tableaux, que ce soit avec Montpellier, dans un calendrier qui est important, et d'avoir envie d'être heureux de cette décision. Déjà, je suis très content de tout ça, donc je sais que je suis pas très loin de la fin. J'en profite, je prends toujours énormément de plaisir sur le terrain, donc qu'en tout cas pendant les 2-3 prochaines saisons, si jamais je peux le faire, que ça continue à se passer comme ça.